Le 20 novembre de chaque année marque la Journée internationale des droits de l'enfant. Instituée en 1954 par les Nations Unies, cette journée souligne l'adoption de la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989. Ces documents d'une portée juridique et morale incontestable visent à protéger et à promouvoir les droits fondamentaux des enfants à travers le monde. En cette journée, diverses organisations internationales et ONG se mobilisent pour sensibiliser le public aux problématiques touchant les enfants, notamment en matière d'éducation, de santé, de protection contre la violence et l'exploitation. L'UNICEF, plus de 22 000 enfants meurent chaque jour à cause de la pauvreté. La malnutrition reste également un fléau majeur. L'Organisation mondiale de la santé estime que près de 45% des décès d'enfants de moins de 5 ans sont liés à la malnutrition. De surcroît, les conflits armés et les crises humanitaires continuent d'avoir un impact dévastateur. La Journée internationale des droits de l'enfant est une occasion de réitérer notre engagement envers la protection et la promotion des droits de l'enfant. Elle nous rappelle l'urgence d'agir collectivement pour construire un monde où chaque enfant a la possibilité de s'épanouir et de réaliser son potentiel. Après les chantiers d'Abomey-Calavi, de Cotonou et de Porto Novo, le ministre Tonato a visité les chantiers du programme d'assainissement pluvial de Cotonou en vue d'apprécier le niveau d'avancement des travaux et donner des recommandations aux besoins pour la qualité des travaux. Akpakpa Dodome, Yinawa, Awansori et Godome Khoulakome sont les sites visités par José Tonato. Les voies telles qu'on les aménage aujourd'hui, c'est des aménagements de mur à mur ou de riverain à riverain tel qu'on le dit. Cela nous impose de traiter convenablement les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité, les réseaux de téléphonie, pour que quelques mois après l'achèvement des travaux, on n'ait pas d'autres interventions qui viendraient dégrader ce qui est fait. Donc nous avons pour obligation de bien adresser ces questions et il faut dire que ça a pris un peu de temps au début pour nous entendre avec les concessionnaires et les intervenants, mais à la date d'aujourd'hui, l'essentiel, n'est-ce pas, de ces réseaux sont maîtrisés, mais il reste simplement à faire quelques raccordements. C'est ça qui fait l'objet des travaux d'achèvement qui restent à faire. Alors, au-delà de ces questions de déplacement de réseau, nous avons quelques points d'achoppement où il y a encore quelques riverains qui bloquent, on peut dire, l'avancement des travaux. Mais le ministre a été clair, il a donné des instructions qu'il faut et dans les jours à venir, ces questions-là seront complètement levées. Il faut avouer que nous avons un petit retard quand même par rapport au délai contractuel pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Et avec le passage du ministre, les instructions sont données, les entreprises sont là, elles ont pris des engagements pour que dans les jours à venir, dans les semaines qui vont suivre, que nous puissions délivrer ces travaux. Dans tous les cas, vous voyez que nous sommes bien en phase d'achèvement, de finition. Tout est mis en œuvre pour qu'on finisse effectivement dans les délais ou dans des délais raisonnables, mais pas pour sacrifier la qualité des travaux. Nous y mettons un point d'honneur et le ministre a insisté à la fin de sa visite pour que tout soit fait pour sauvegarder la qualité telle qu'il l'a vue dans l'exécution des travaux. Même si nous avons quelques semaines de décalage. À chaque étape de sa visite, le ministre s'informe, se renseigne et donne des orientations. Nous avons une dizaine de lots qui sont en train d'être mis en route. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, rien qu'avec ces 40% d'avancement de physique, nous constatons déjà la joie de la population. Nous avons visité environ 3-4 lots. Et nous avons circulé dans ces quartiers. Vous avez vu Verdecor. Ceux qui connaissent Verdecor savent bien que en temps de pluie, on ne peut pas y circuler. On ne peut même pas accéder. Aujourd'hui, nous avons circulé. Vous avez vu que toutes les rues
de Verdocor, en tout cas dans la zone que nous avons parcourue, sont aujourd'hui pavés, assainis, complètement assainis. Nous avons encore 60% à faire et je pense qu'à l'issue de ces travaux, et comme l'a souligné et l'a plusieurs fois martelé le ministre du Cadre de Vie, Cotonou va conjuguer au passé le phénomène d'inondation, véritablement. Au terme de cette visite, il ressort que le programme d'assainissement pluvial de Cotonou en cours prend une vitesse de croisière. Tout se passe sans anicroche. Le président de l'Assemblée nationale fait un croisement entre la vision des partisans de l'économiste britannique Thomas Malthus, dont la doctrine prône la restriction démographique par la réduction de la natalité, et celle des adeptes de Gilbert Baldon, qui démontre que la pression démographique ne constitue pas un obstacle au développement de la production, que les meilleurs résultats dans le processus de développement sont acquis par l'accomplissement de la population active et de la productivité. Le président Louis Gbéounou Vlavonou en tire comme résultat que la paternité responsable reste la meilleure option. J'ai bien dit la paternité responsable. À ne pas confondre avec la parentalité responsable. Dans le langage onusien, qui dit parenté responsable, dit contraception. Or, la contraception évite temporairement ou définitivement la fécondation. La notion de paternité responsable que suggère ici le président de l'Assemblée nationale renvoie plutôt aux méthodes naturelles de régulation des naissances, telles que les MAO. Entendez, méthode d'auto-évaluation. L'une de ces méthodes les plus connues, c'est la méthode Bellings, qui prône l'observation de la glaire cervicale. En termes clairs, le président de l'Assemblée nationale recommande donc de faire le nombre d'enfants que l'on peut supporter pour le bien-être de nos familles respectives. Parlons à présent du terrorisme qui est une autre préoccupation du président de l'Assemblée nationale. Quand votre maison brûle, vous ne pouvez pas vous permettre de regarder ailleurs. Telle est la certitude martelée par le président de l'Assemblée nationale qui s'est montré très préoccupé par les difficultés que traverse la sous-région ouest africaine en relation avec la montée du terrorisme au cours de ces dernières années. Comme il le disait déjà à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de la République sœur du Niger, c'était le lundi 27 septembre 2021, le président Louis Gbéounou Vlavonou propose l'établissement d'une étroite collaboration entre tous les États concernés pour pouvoir mener efficacement la lutte contre ce fléau qui est et qui doit demeurer la priorité des priorités. La principale leçon à tirer de cette expérience, c'est que le salut sera collectif ou ne sera pas. Car tant que le terrorisme survivra dans l'un quelconque des pays de la sous-région, les autres seront constamment sous la menace de la contagion. C'est une citation du président Louis Gbéounou Vlavonou.
Cérémonie marquant la fin de la formation de la deuxième cohorte des élèves gardes forestiers classe 2022 à la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Cette cérémonie présidée par le ministre José Tonato offre à l'administration forestière 100 nouveaux gardes forestiers ou adjoints de chef de poste forestier, dont 22 du personnel féminin. Cette formation a été assurée par l'École nationale des eaux, forêts et chasses avec l'implication du Centre de formation militaire de Bembereke pour la phase militaire. En effet, la formation militaire et la formation professionnelle ont permis de moduler ces jeunes à l'exercice et à la discipline militaire, au patriotisme, au respect de la hiérarchie, surtout aux pratiques forestières et à la sécurisation des aires protégées. Vous êtes une promotion exceptionnelle. Exceptionnelle par votre structuration, 22 personnels féminins sur 100 au total, de mémoire d'hommes. Jamais une classe des eaux, forêts et chasses n'a eu cet avantage. Au nom du président de la République, j'attends donc de vous un engagement pour inverser la tendance, c'est-à-dire la conversion de terres dégradées en des formations naturelles ou en faveur de plantations forestières en vue de lutter contre la désertification, les effets néfastes du changement climatique et réduire le rythme de l'érosion de la diversité biologique dans notre pays. Vous devez vous montrer digne de la mission qui vous est confiée ce jour. Vous devez vous investir avec courage, volonté, abnégation, patriotisme, honnêteté, loyauté et professionnalisme pour accomplir cette mission que je considère être une mission noble. Vous avez subi et franchi l'épreuve de la formation. Vous devez à présent faire face à la profession de forestier. Pour vous, c'est le début d'une histoire dans laquelle vous devez vous engager avec foi et détermination. En votre qualité de garde forestier, vous serez appelé à agir sous la direction d'un chef. Principalement, vous serez déployé pour les activités de vulgarisation, de reboisement, d'application des tests en matière forestière et pour des missions de sûreté et de sécurité, en servant d'appui aux fonctionnaires de grade supérieur. Vous devez donc vous montrer exemplaire, discipliné et disponible. Fin de citation. J'attends donc de vous d'être des modèles dans l'action. Travaillez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place à la dégradation de nos ressources. Recevez mes vives félicitations pour les résultats que vous avez obtenus. Aujourd'hui et dans quelques instants, vous allez arborer vos nouveaux grades. Montrez-vous donc digne de la formation que vous avez reçue. Selon le Conseil des ministres du mercredi 14 septembre dernier, ce recrutement a été autorisé pour corriger un déficit et faciliter un meilleur accomplissement des missions dévolues à la Direction générale des eaux, forêts et chasses du Bénin. Annoncé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, puis adopté en Conseil des ministres, le chronogramme des grandes étapes de la transition au Gabon connaîtra son épilogue en août 2025. Entre satisfaire les attentes légitimes des Gabonais à qui les militaires ont promis la félicité et répondre aux exigences d'une communauté internationale, les Gabonais réagissent. Il va falloir que le CTRI joue franc jeu parce que tout simplement, au-delà de 2 ans, le Gabon risque d'être frappé par des institutions financières internationales qui suspendent toute aide en cas de régime militaire. La situation du Gabon, c'était une crise politique. Et donc 24 mois, nous trouvons suffisamment raisonnable pour mettre en place les instruments de gouvernance.
une précipitation pourrait nous amener à retomber dans les, j'ai envie de dire, les comportements qui hier nous ont conduits à ce coup d'État. Outre l'élection présidentielle prévue se tenir en août 2025, l'inventaire des problèmes et synthèse des propositions, la tenue des référendums pour l'adoption d'une nouvelle constitution, la réforme du code électoral constituent les principaux temps forts de ce calendrier. Mais pour cet analyste d'éthique politique, c'est au respect des annonces qu'on jugera les militaires. Ce pouvoir a déjà été au pouvoir. C'est plutôt un pouvoir qui voudrait qu'on lui accorde un bénéfice du doute. Et que c'est peut-être un pouvoir qui se dit, bon, en réalité, nous pouvons mieux faire. Mais dans ce cas-là, on attend d'abord que ce pouvoir fasse, avant de lui accorder de l'estime et du crédit. Bien que 2025 ait été proposé par le comité de la transition et de la restauration des institutions comme étant la date de l'élection présidentielle et donc de la fin de la transition au Gabon, le CETRI rappelle néanmoins que c'est au peuple gabonais de décider de la faisabilité de ce calendrier lors du dialogue national qui devrait se tenir en avril 2024. Jérôme Wilfried Obangom, à Libreville, pour Africa News. À Dakar, les Sénégalais ont suivi de près chaque épisode du bras de fer entre le gouvernement de Macky Sall et l'opposant Ousmane Sonko. Les avis sont partagés après la décision de la Cour suprême de casser un jugement permettant à Sonko de rester dans la course à la présidentielle de février 2024. Ousmane Sonko doit participer aux élections. Il doit être autorisé à participer. De quoi ont-ils peur de l'autre côté? L'élection doit être transparente et tout le monde doit y participer. C'est ce que je demande au président Macky Sall, sinon cela va leur coûter cher. Le mois dernier, le tribunal de Ziguinchor avait annulé la radiation de Sonko des listes électorales, rendant possible sa candidature à la présidentielle. Mais la Cour suprême a cassé ce jugement, empêchant l'opposant de se présenter. Même si la candidature de Sonko est légitime aux yeux de certains, d'autres comme Mamadou estiment en revanche qu'il faut faire confiance au juge. Il faut qu'on fasse confiance aux juges. Nous ne sommes pas des juges, c'est à eux de trancher. Et on doit suivre leurs décisions. Mais tout doit se faire dans le respect de l'intérêt général. Alors que l'obtention des parrainages pour prétendre à la présidentielle doit se dérouler avant le dépôt des candidatures, prévu du 11 au 26 décembre, la Cour suprême n'a pas fixé de délai au prochain jugement concernant cette affaire, réduisant d'autant plus les chances de Sonko de pouvoir participer. Joseph Nyouma Boakai, vétéran de la vie politique libérienne, est parvenu à s'imposer face au président sortant et légende du football George Weah. À 78 ans, Boakai est le nouveau président du Libéria. Il a promis de former un gouvernement inclusif dans un pays qui a été marqué par plusieurs décennies de guerre civile. Comme George Weah, Joseph Boakai est issu de la population autochtone et non de l'élite américano-libérienne descendante d'esclaves affranchis qui a longtemps dominé le pays. Il se décrit comme un homme ordinaire qui s'est extrait d'une condition modeste par le mérite et le travail. Originaire d'un village reculé de la province de Lofa, frontalière de la Guinée et de la Sierra Leone, est souvent présenté comme le grenier à blé du pays. Il a été ministre de l'Agriculture de 1983 à 1985 sous Samuel Doe. Marié et père de 4 enfants, ce ténor de la politique libérienne accède enfin à la fonction suprême. Boakai va pouvoir mettre à l'œuvre son plan de sauvetage national. Il promet d'améliorer les infrastructures, d'investir dans l'agriculture, d'attirer les investisseurs, d'ouvrir le Libéria au tourisme et redorer le blason du pays. Mais Joseph Boakai s'est aussi allié avec des barons locaux, comme l'ancien chef de guerre Prince Johnson, accusé d'avoir commis des massacres sur ses compatriotes durant la guerre civile de 1989 à 1997. Ses opposants estiment que son âge avancé est un handicap et affirment qu'il est déconnecté des jeunes générations dans un pays où 60% de la population a moins de 25 ans. Des dizaines de milliers de candidats, dont 26 pour la présidence, se lancent officiellement dimanche dans une campagne électorale d'1 mois en République démocratique du Congo, dans un climat politique tendu et sur fond de conflits armés dans l'est de cet immense pays. Si le top départ de la campagne a officiellement été donné ce dimanche 19 novembre, Félix Tshisekedi, candidat à un second mandat, a de son côté multiplié les actions de communication pour vanter son bilan. Mais la campagne va s'intensifier avec de grandes réunions populaires, des passages dans les médias, des affiches et flyers. Félix Tshisekedi lui-même voit les choses en grand dès le premier jour,
avec un meeting au stade des Martyrs à Kinshasa, pendant qu'un de ses principaux challengers, Martin Fayoulou, va haranguer les foules dans une province voisine. Le 20 décembre, près de 44 millions d'électeurs inscrits sur une centaine de millions d'habitants sont appelés à élire leur président, mais aussi à choisir parmi 25 832 candidats aux législatives, 44 110 candidats aux élections provinciales et 31 234 aux municipales. Un record, souligne la commission électorale, se disant déterminée à organiser les élections en temps et en heure en dépit des difficultés logistiques dans un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés aux infrastructures très limitées. À Madagascar, l'heure est au dépouillement des bulletins de vote. 11 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes, mais le scrutin de jeudi n'a attiré que 39% des votants, selon la commission électorale. L'impartialité de cette institution est remise en doute par l'opposition qui, dans sa grande majorité, a boycotté le scrutin présidentiel. Les tensions sont vives entre le président sortant André Rajoelina et les candidats de l'opposition. André Rajoelina s'est dit confiant dans sa réélection, faisant fi des critiques et des semaines de manifestations qui ont émaillé la période de campagne. À 49 ans, le président était l'un des 13 candidats en lice, mais 10 ont appelé les électeurs à ne pas voter, se plaignant d'un coup d'État institutionnel en faveur du président sortant. Le chiffre définitif de la participation des Malgaches doit être encore communiqué par la commission électorale, mais l'opposition s'est engagée à continuer de protester jusqu'à la tenue d'élections équitables. Succès Masra, l'un des principaux opposants tchadiens, est rentré au pays le 3 novembre après un an d'exil consécutif à la répression sanglante d'une manifestation à laquelle il avait appelé. Le 31 octobre, un accord de principe avait été signé entre le gouvernement tchadien, le président du parti Les Transformateurs et Masra Succès, permettant le retour de ce dernier. Ses partisans espèrent que cette initiative favorisera la réconciliation nationale. Mais nous, les militants de ce parti, nous ne pouvons que remercier le président d'avoir signé cet accord. C'est pour réconcilier les peuples tchadiens. Comme le président lui-même l'a dit, qu'il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour se réconcilier. Au Tchad, les partis d'opposition dénoncent cet accord et récusent le président congolais Félix Tshisekedi, facilitateur désigné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Principale pomme de discorde, l'amnistie générale des auteurs de la répression meurtrière du 20 octobre 2022 qui avait fait 128 morts. Si la partie gouvernementale qui a contribué directement ou indirectement en créant ces massacres sur nos jeunes, si les auteurs sont reconnus coupables, qui répondent. Le politologue Évariste Ngarlem Toldé estime que le compromis de l'amnistie trouvé entre le pouvoir de transition et les transformateurs ne peut empêcher les poursuites internationales. On peut estimer que c'est un accord qui n'engage que le président des transformateurs et le gouvernement, mais qui n'absout pas le gouvernement de certaines obligations, notamment demain peut-être que les militaires tchadiens répondront de certains de leurs actes devant la Cour pénale internationale. Succès Masra a prévu ce dimanche un meeting avec ses militants, le tout premier depuis son retour au pays. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé samedi être opposée au déplacement forcé des Palestiniens après avoir rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au Caire. En plus de notre soutien humanitaire, nous tendons la main à nos partenaires dans la région pour empêcher la violence de se propager. J'ai eu une excellente réunion à ce sujet avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Nous avons notamment discuté de la nécessité de travailler ensemble pour éviter une escalade régionale. L'Égypte est un partenaire clé dans ce domaine. Sa voix est entendue dans toute la région. Selon les responsables de santé à Gaza, 12 000 Palestiniens ont été tués dans ces bombardements, en majorité des civils. Et selon l'ONU, 200 000 habitants de la bande de Gaza ont été déplacés par la guerre. La présidente de la Commission européenne s'est rendue à El Arish, ville frontalière de Gaza par laquelle transite l'aide humanitaire.
Au cours du mois dernier, nous avons quadruplé notre aide humanitaire pour atteindre plus de 100 millions d'euros. En outre, nos États membres ont ajouté 260 millions d'euros. Nous avons organisé une opération humanitaire sous forme de base aérienne. Elle permet d'acheminer des fournitures vitales jusqu'à El Arish pour la population de Gaza. Aujourd'hui, nous avons effectué 15 vols et nous en organiserons de plus en plus chaque jour. La Chypre avait annoncé vendredi être sur le point de conclure un accord avec Israël pour ouvrir un couloir d'aide humanitaire entre cette île de Méditerranée orientale et la bande de Gaza.